Lisa, du coup, tu es animatrice de démocratie locale et accompagnatrice de communes et de listes participatives au sein d'une coopérative qui s'appelle Fréquence Commune. Et donc, Fréquence Commune, donc, qui est une coopérative qui a participé aussi au projet territoire d'expérimentation avec Colibri, et notamment sur la communauté de communes du pays d'Uzès, donc à Uzès, pour créer un atelier citoyen. Voilà, tu vas nous parler un petit peu de toutes ces problématiques de démocratie locale, de toutes les questions que ça pose. Et je vous ai certainement très mal présenté, donc je vais vous laisser la parole très très rapidement pour éventuellement rectifier le tir de mes éventuelles maladresses, puis surtout voilà, nous parler un petit peu plus de vos travaux, du constat que vous posez en fait sur les maux de notre société, sur notre monde qui va mal. Lisa, du coup, j'ai présenté un petit peu ton activité au sein de Fréquence Commune. Tu peux peut-être nous en dire plus et sur aussi ton constat sur le fonctionnement peut-être de nos institutions, de notre vie commune. Oui, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là et d'intervenir aux côtés de Céline et de Bernard. Effectivement, nous, on accompagne des élus, des agents et des habitants qui souhaitent transformer la démocratie locale, c'est ce que tu as dit. On ne travaille qu'à l'échelle communale et un peu à l'échelle intercommunale. La spécificité de notre approche chez Fréquence Commune, c'est que par nos méthodes et nos valeurs, on va soutenir des élus qui ont vraiment à cœur de faire de la politique locale autrement. Donc, ils veulent vraiment révolutionner la démocratie locale dans le sens d'une démocratie plus directe. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et dans cet esprit, on se situe à côté, ou en tout cas, on ne se reconnaît pas dans les démarches de démocratie participative que peut-être certaines d'entre vous connaissent et qui sont un peu la majorité des démarches actuelles citoyennes ou participatives. Voilà, on travaille avec des gens qui veulent soit créer des instances démocratiques, soit des séquences démocratiques. J'expliquerai peut-être un peu la différence tout à l'heure, mais qui remettent vraiment l'habitant au cœur de la décision. Je voulais aussi mentionner le fait que moi, je m'exprime en mon nom et en le nom de ma coopérative, mais je m'inscris aussi dans un mouvement d'élus, de communes et de collectifs participatifs qui s'est monté en France il y a 2 ans, qui s'appelle Action Commune. Et même si je n'aurais pas la prétention de parler en leur nom, parce que c'est un mouvement constitué d'une centaine de personnes à l'heure actuelle, ils ont une influence sur moi et sur mes idées, donc je voulais les mentionner et j'en reparlerai aussi dans la 3e partie. Et je suis moi-même aussi conseillère municipale dans ma commune de Buis-les-Baronnies. Quelques éléments de constat. Alors nous, on a coutume de commencer nos accompagnements en lançant le débat sur le fait qu'on pense que finalement, on ne serait peut-être pas vraiment en démocratie en France. Quand on analyse le fonctionnement démocratique des collectivités, ce qui est souvent notre point de départ quand on accompagne les communes, on y retrouve finalement assez peu d'ingrédients de la démocratie, ou en tout cas de la démocratie dans sa forme athénienne. On dirait qu'on a plutôt un système qui ressemble de plus en plus, voire qui ressemble complètement à une oligarchie, voire une plutocratie, donc qui va concentrer dans les mains d'un petit nombre de personnes absolument pas représentatif de la diversité de la population française, l'ensemble du pouvoir de décision. Et je rajouterais à ça qu'on constate, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, un taux de participation au seul temps démocratique de notre pays, donc les élections faibles, un fossé grandissant entre les élus et les habitants qu'on constate chaque jour, une montée des scores de l'extrême droite, et finalement, du coup, une difficulté à faire société, à prendre ces choix collectifs qui sont de plus en plus nécessaires au vu de l'accroissement des inégalités et des enjeux climatiques, et donc un système qui ne parvient pas vraiment à répondre aux besoins fondamentaux ou à lutter contre les rapports de domination. Ce que j'aimerais beaucoup vous demander, c'est quelles sont les alternatives concrètes que vous voyez pour les territoires, quelles sont les alternatives utopiques que vous voyez pour nos territoires, quels sont les imaginaires que vous proposez pour nos lieux de vie, pour nos lieux de travail, pour nos lieux d'échange avec tout un chacun autour de nous. Voilà. Quelle est votre utopie? Vaste question. Alors,
moi, je dirais que la première bonne nouvelle après ce constat fracassant, c'est que pour nous, en termes de démocratie locale, la vision, elle est même déjà mise en place. Mais avant de vous parler de ce qui se passe concrètement en France, je vais repartir un peu dans les expériences à l'international. Finalement, le mouvement d'une démocratie locale, d'un échelon local plus puissant et plus démocratique, il existe déjà. Il existe au Chiapas avec l'expérience d'autogouvernement collectif, au Rojava avec l'alternative communaliste que je suis sûre certaines connaissent, à Barcelone, dans les mairies rebelles d'Espagne qui ont exploré de nouvelles façons de faire de la politique et qui ont aussi créé ce mouvement des villes sans peur, les Fearless Cities, notamment sous l'initiative d'Ada Colau. Mais en France aussi, la vision est déjà en marche dans le sillon de Saillant, à partir depuis 2014, qui est devenu petit à petit un emblème de la démocratie locale renouvelée, sans citer d'autres communes comme Kingersheim, qui ont aussi contribué en fait à renouveler l'imaginaire politique qu'on pouvait avoir au niveau local. Saillant, Kingersheim, c'est des communes qui ont essaimé. Et je voulais dire aussi que, en fait, depuis 2020, je ne sais pas si tout le monde a eu conscience de ça, mais on a eu environ 400 listes. Nous, en tout cas, on en a compté 400 listes citoyennes et participatives qui se sont présentées. On pourrait estimer qu'au-delà de ces 400, on en a un certain nombre dont on n'a pas eu connaissance. Donc, on estime entre 600 et 800 le nombre de listes citoyennes et participatives au total, et donc de listes qui avaient à cœur de rapprocher les habitants de la politique. Je ne vais pas tous les citer, bien évidemment, mais j'ai envie de citer des villes que peut-être vous ne connaissez pas, mais qui nous constituent le réseau et qui vraiment constituent à faire vivre cette étoile de la démocratie locale, la Crèche, Melle, Elne, La Montagne, Pélussin, Vaour, mais aussi des villes plus connues comme Poitiers, Chambéry. Selon une chercheuse qui nous a accompagnés depuis 2020 sur l'analyse de ce phénomène en France, Myriam Bachir du CNRS, on se dit qu'environ 16% de ces listes ont gagné effectivement leur mairie, donc ça ferait 66 communes remportées au minimum, je dirais. Et j'ai envie de dire aussi quelque chose d'assez concret, c'est qu'une partie de la recherche en France a déjà traité cette question, analysé cette question des listes citoyennes participatives, mais en disant que c'est surtout un phénomène de grandes villes. Donc, je ne sais pas d'où vous venez dans la salle de cette conférence aujourd'hui, mais j'imagine pas que de grandes villes. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que nous, on voit plutôt l'inverse. La médiane en termes de nombre d'habitants dans ces listes, dans ces communes remportées, c'est 7500. Donc, vous voyez qu'on a un certain nombre de petites villes, voire même de très petites villes ou de villages. Donc, pour finir de répondre à ta question, nous, l'étoile, c'est clairement l'étoile de la démocratie locale, mais j'ai envie de dire c'est l'étoile du communalisme, en tout cas pour moi, donc dans le sillon de Murray Bookchin et de son municipalisme libertaire, pour l'appeler autrement. Donc c'est finalement comment, concrètement, au niveau local, on met en place et on pourrait, avec un système d'assemblée en démocratie directe, de délibération permanente, arriver à réinventer la façon dont on prend des décisions collectivement et dont on gère les ressources et les communs du territoire, avec la mairie, mais pas que, également en faisant un pacte avec les autres acteurs du territoire. Donc c'est vraiment tout cet univers-là que ces listes, ces communes sont en train à la fois de mettre à jour, puisque c'est une pensée qui commence à être ancienne, et à expérimenter de manière concrète. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que je dirais que l'étoile de l'étoile, pour nous, ce serait une confédération des communes communalistes sur le territoire français. On n'y est pas encore, mais on pourrait imaginer commencer à penser à des alternatives à l'État-nation. Quelles sont les solutions concrètes que vous pouvez mettre sur la table un petit peu pour des citoyens et des citoyennes qui veulent s'engager ici et maintenant? Ouais, alors, en fait, je reprends un peu la balle au bond, parce que ce que ça m'évoque, c'est que on est dans une période où il pourrait y avoir une forme d'abattement, en fait, de se dire que, il n'y a pas, vraiment de possibilité de changer les choses en profondeur, que finalement,
notamment au niveau local, pour ce que je maîtrise, faire de la politique au niveau local, c'est pas faire des choix, parce qu'en fait, tout est déjà dicté, que ce soit par l'État, par le marché, par les acteurs internationaux, enfin tout est déjà, décidé et finalement il y a pas de choix. Or ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une façon, de dépolitiser, l'ensemble de l'action, politique, locale, parce qu'en fait, elle est faite, la politique locale, d'un ensemble de choix. On a le choix, de laisser la politique alimentaire, aux mains du marché ou de mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation comme l'a décrite, Bernard. C'est un choix politique, et le politique, c'est l'habitant. C'est censé être l'habitant, en tout cas, dans une démocratie, si on a bien lu nos cours d'histoire. Donc en fait, moi, ce que je voulais dire ici, et vous l'aurez compris déjà depuis le début, c'est que, la solution, concrète qu'on propose, c'est pas, une solution clé en main, c'est plutôt de se dire: «OK, comment on fait sur ce constat pour se dire: "OK, je retrouve du pouvoir d'agir, moi, dans ma commune"?» Et donc, heu je me réapproprie ma commune, donc les choix collectifs, le vivre ensemble, le faire société dans ma commune, la gestion, des communs, comment je gère, mes ressources agricoles, comment je gère l'eau, comment je gère, le logement. On peut imaginer des politiques du logement qui seraient des politiques, de transition, voire de rupture, avec, la façon dont on gère, les logements actuellement, par exemple. Mais pour ça, nous, on pense, enfin, en tout cas, je pense, c'est un peu notre parti pris, chez Fréquence, prendre le pouvoir, au niveau local, permet d'accéder à un certain nombre de leviers, et un certain nombre de compétences que les communes, et les intercommunalités, possèdent, heu et qui peuvent faire la différence. Je ne vous dis pas que c'est rose et que c'est facile, tout est lutte, quand on veut changer des règles en profondeur, bien évidemment, comme l'ont dit, mes 2 collègues, ce soir. Mais en tout cas, c'est un peu l'invitation. C'est prendre le pouvoir au niveau local, mais pour le partager. C'est ça qui fait la grosse différence, avec ce qu'on pourrait, entendre comme stratégie électorale classique pour les élections de 2026. Là, l'idée, c'est comment est-ce qu'on prend le pouvoir pour changer les règles du jeu de la démocratie locale. Je voulais vous partager, 2 expériences rapidement. J'ai pas le temps de rentrer dans les méthodos, mais, on va vous donner les contacts, enfin les liens vers les sites internet de Fréquence Commune et d'Action Commune où vous allez pouvoir, lire, la façon dont on arrive à accompagner, à animer, ces choix collectifs. Le premier exemple que je voulais, prendre, c'est, celui d'une assemblée citoyenne parce que, mine de rien, il y a tout un imaginaire. On parlait de Murray Bookchin autour du principe d'assemblée, et nous, c'est voilà, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup, qui parle beaucoup aux élus des communes participatives. Et donc, c'est celle de la ville de Poitiers, l'Assemblée, citoyenne et populaire de la ville de Poitiers, qui est une assemblée décisionnaire. On n'a pas le droit de le dire comme ça. Donc, vous ne répéterez pas ça au préfet parce que ce n'est pas constitutionnel. Mais dans les faits, les élus, même s'ils se sont fait retoquer par le tribunal administratif, parce que c'est ça aussi être une commune participative, c'est aussi être une commune en lutte parfois contre des règles du jeu qui ne fonctionnent pas dans le sens de la démocratie. Et ben c'est une assemblée qui non seulement a un pouvoir de mise à l'agenda, donc elle s'est saisie de son propre sujet, mais en plus elle a délibéré dans tout un processus d'intelligence collective et elle a décidé et la décision a ensuite été entérinée en conseil municipal puisque comme vous le savez, j'imagine à ce stade, nos conseils municipaux sont des pièces de théâtre d'enregistrement de décisions qui ont été prises avant. Et donc voilà, donc ça c'est un exemple d'assemblée assez radicale, qu'on a vu, donc en 2000 qu'on a accompagné même, en 2021-2022. Le deuxième exemple que je voulais prendre, c'était celui, d'une toute petite, commune, en Chartreuse qui s'appelle le Plateau des Petites Roches pour montrer que c'est bien un mouvement, qui est possible dans toutes les communes. C'est une commune, à 1000 mètres d'altitude qui possède toujours une station de ski, dont le téléphérique s'est vu endommagé, à la suite d'éboulis. Et en fait, qui s'est posé la question de rénover ou non cette station, au vu des problèmes d'enneigement et climatique en général. Et donc, elle a fait une séquence démocratique. Donc, elle a décidé, avec
les habitants de l'avenir de sa station de ski. Donc ça, c'est aussi un exemple de commune qui va vraiment prendre à bras-le-corps un choix collectif qui la concerne. On a parlé tout à l'heure aussi de notre partenariat à USES dans le cadre de territoires d'expérimentation. C'était là, pour le coup, un exemple de séquence démocratique également, autour des questions de se réapproprier l'alimentation locale dans le cadre d'un atelier citoyen ou nous, on va appeler ça d'une petite assemblée d'une trentaine de personnes qui a abouti, si je ne me trompe pas, à créer un espace test agricole, entre autres. Je pense qu'il y a eu d'autres conclusions, mais qui en gros va pouvoir favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs sur le territoire pour renforcer la production locale. Ça me permet de faire le pont, de parler d'USES sur quelque chose que tu voulais que j'aborde, Valentin, il me semble, c'est la question de qui constitue ces assemblées, ces conseils, qu'est-ce qui change finalement par rapport à ce qu'on fait d'habitude? Il y a 2 choses qui changent fondamentalement pour nous. D'une part, nous, on va systématiquement essayer de mettre ensemble tous les protagonistes de l'histoire. Donc l'élu qui a le pouvoir de décision politique, l'agent qui va avoir un appui technique, un pouvoir de décision technique souvent, et l'habitant, pour nous, qui est vraiment le détenteur du pouvoir à la base. Et on va les faire travailler ensemble. Ça paraît bizarre, souvent, puisqu'on va se dire que l'élu va influencer ou va influencer l'habitant, que l'habitant ne va pas pouvoir parler, et cetera. Et en fait, finalement, nous, ce qui est important, c'est d'avoir un lien à la décision qui soit clair. Je ne sais pas si certaines ont suivi l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat, qui pour nous, sur le format de la convention en elle-même, était plutôt un bon exemple qui démontrait à quoi pouvait aboutir une assemblée d'intelligence qui fonctionne en intelligence collective à l'échelon national. Par contre, je ne pense que ça ne vous a pas échappé que la plupart des décisions, enfin, en tout cas des recommandations qui ont été émises de la Convention, n'ont jamais été reprises par le gouvernement. Donc nous, on évite ça. On dit plutôt on dit qu'une mauvaise participation va plutôt être pire, en fait. Revenir en arrière, en fait. Donc on va travailler ce lien à la décision. À chaque fois, on va vérifier avec les élus les intentions de démocratie. Pourquoi est-ce que vous amenez des habitants autour de la table et quel pouvoir ont-ils? Est-ce qu'ils peuvent co-construire, voire co-décider avec vous? Donc ça, c'est la première chose, c'est ce que nous, on appelle le travail associé, dans notre terme un peu technique. La deuxième chose, c'est la question de la mobilisation, puisqu'on va aussi avoir un certain nombre de personnes qui vont pouvoir penser, mais à raison, que quand on ouvre des espaces démocratiques, finalement, peut-être que les habitants ne viendront pas, les citoyens ne viendront pas au final. Et oui, effectivement, ou alors ce sera toujours les mêmes, ce qu'on appelle dans notre jargon les TLM. Et c'est une réalité et c'est un réel frein, en fait. Si on veut imaginer pouvoir avoir des politiques transformatrices, des politiques de rupture, pouvoir se mettre dans la peau, enfin en tout cas répondre aux besoins fondamentaux des personnes et notamment des plus pauvres, comme Céline le disait, il faut que ces personnes soient autour de la table. Et donc là, c'est tout le travail de mobilisation qui est un travail de fourmi que font tous ces élus et ces agents qui ont à cœur de révolutionner la démocratie. L'un des outils qu'on va utiliser, c'est le tirage au sort. On revient finalement aux recettes athéniennes. Pas sur n'importe quoi. On utilise le tirage au sort, nous, surtout sur le cadastre. On tire des adresses, ce qui permet aux élus et aux agents de faire du porte-à-porte, puisqu'on s'est rendu compte que le tirage au sort sur liste électorale ou sur les listes téléphoniques vont avoir un certain nombre de biais qui, en fait, annulent quasiment l'intérêt de ces méthodes. Et notamment, je vais juste citer un biais énorme, c'est celui de l'autocensure, puisque quand vous recevez une lettre par la poste ou on vous appelle, si vous n'êtes déjà pas très proche de la politique en général, pas susceptible de venir, par votre profil socio-économique, par votre âge, par votre genre, il est très probable que vous disiez non. Donc la démarche d'aller vers du porte-à-porte va être en fait une démarche pour essayer d'aller lever cette autocensure, lever ces freins à la mobilisation. Moi, je dis, c'est pas magique. À chaque personne qui ne serait jamais venue dans une réunion publique, dans une assemblée, qui vient, qui reste, qui donne son avis, qui participe à la décision, c'est une victoire. On en est vraiment à ce stade de fossé entre la politique et l'habitant aujourd'hui. Je peux finir peut-être, Valentin, pour parler un peu de ce qui se profile pour 2026, ou est-ce que je le garde pour la fin?
Non, vas-y, je t'en prie, ça fait une bonne conclusion. Ok. Eh bien oui, la bonne nouvelle aussi, c'est que les élections municipales sont dans 2 ans. Il y a déjà pas mal de collectifs qui se montent. Donc peut-être dans vos communes, il y a déjà des gens qui montent des listes. On a une cartographie, nous, sur notre site internet, qui permet aux collectifs de s'enregistrer. Vous pouvez regarder si votre commune y est déjà. Inscrire votre collectif si vous en avez un. Du coup, nous, en gros, il y a 2 choses que vous pouvez garder en tête pour vous aider, parce que vous n'êtes pas seul dans cette entreprise si elle vous intéresse. Nous, en tant que Fréquence Commune, vraiment, on est des professionnels de l'animation et de l'accompagnement sur cette dynamique. Donc, on a formé une vingtaine de personnes qui sont dans toute la France et qui peuvent accompagner les collectifs. Donc, on propose des week-ends d'accompagnement. Et je voulais aussi dire que le réseau Action Commune va mettre à disposition des communs. Donc, il y a un guide Pécho ta mairie, de son joli nom, qui va sortir dans quelques jours. Mon collègue Thomas Simon fait une émission qui s'appelle 2026. C'est une émission mensuelle qui vient aussi traiter de certains sujets et certaines méthodos, certains débats qui vont accompagner un peu la création de tous ces collectifs, toutes ces listes pour 2026. Et on se retrouve tous pour des rencontres nationales à Vaour, dans le Tarn, fin août. Et je crois aussi que Valentin et son équipe vont vous partager le formulaire d'inscription si ça vous intéresse. Je vous invite à vous abonner à nos newsletters. Excusez-moi pour cette petite seconde d'autopromotion, à nos newsletters si vous voulez suivre un peu plus concrètement ce qu'on fait. Il y a aussi une autre question, j'ai vu, autour de quelles sont les premières étapes pour lancer une liste citoyenne. Du coup, ça me permet peut-être de faire une pierre deux coups. Alors, participer au MOOC, Révolution locale, première étape. Et je dirais que, en fait, c'est vrai que l'idée, c'est de s'entourer, de travailler peut-être avec d'autres personnes. Et nous, ce qu'on recommande, en fait, aux personnes qui seraient intéressées d'impulser un changement à l'échelon politique, pour ce qui nous concerne, nous, ce serait d'aller créer un premier collectif, en fait. Et c'est tout bête, c'est-à-dire commencer à penser à des personnes dans le village ou dans la commune qui pourraient être sur la même longueur d'onde que nous, les inviter et organiser des rencontres en fait, et grossir petit à petit par cooptation dans un premier temps pour voir si un collectif se forme. Et d'ailleurs, ce collectif, nous, on parle beaucoup de se présenter aux élections 2026, mais dans la pensée de Murray Bookchin, pour y revenir, il y a vraiment l'idée de plateforme communaliste. Donc, en fait, de comment tous les acteurs de la société du village sont nécessaires. Toutes les actions à tous les étages sont nécessaires. Et si elles travaillent ensemble, elles ont vraiment, pour le coup, un pouvoir d'agir plus important. Donc voilà, ça me permet de dire que l'important, c'est de ne pas rester seul et de commencer à créer un collectif et ensuite de réfléchir à la raison d'être de ce collectif. Sur notre site, vous verrez comment on peut réfléchir si vous voulez vraiment créer une liste. Donc en gros, réfléchir à votre ambition démocratique, réfléchir à quoi va ressembler votre projet politique. Est-ce que vous allez faire un programme ou pas programme? Si vous êtes une liste participative, toutes ces questions passionnantes. Voilà, des idées pour commencer. En quoi cette démocratie participative est désirable? Après tout, c'est confortable de déléguer le pouvoir et les responsabilités. Ça peut être intéressant de faire cet exercice, même si ça vous paraît évident. Qu'est-ce que tu en penses, Lisa, de cette déclaration? Je pense que c'est extrêmement intéressant de faire cet exercice. Et je suis complètement d'accord avec vous, Kevin. J'en profite pour dire que notre prochaine émission 2026, elle est justement un peu sur ce thème-là. Donc ça peut faire une suite à ma réponse qui va être trop courte, évidemment. Et j'imagine que dans le MOOC Révolution locale, vous en parlez aussi. Déjà, je veux dire qu'effectivement, pour moi, il n'y a pas de consensus autour de cette question. Une grande partie de la classe politique, pour moi, ne parle plus de démocratie, mais parce que je pense, certains le disent ouvertement, qu'ils ne pensent pas que finalement la démocratie, c'est un idéal désirable. C'est effectivement une bonne chose que les personnes décident pour elles-mêmes. Donc c'est important de se poser cette question. Moi, j'ai envie d'y apporter 2 choses, 2 éléments de réponse. Un élément un peu qui va. Enfin, c'est un peu tautologique, mais pour moi, les gens ont le droit de participer aux décisions qui les concernent. Voilà, je dirais que ça fait partie de mes valeurs.
Et ça fait partie des valeurs des élus des communes participatives que je côtoie. Je crois qu'il y a vraiment à aller chercher ça. C'est une valeur. Après, une fois qu'on a dit ça, je crois que c'est intéressant de poursuivre le débat et de se demander, il y a une étude intéressante qui avait été faite, dont Hélène Lannemore, qui est une chercheuse française qui travaille aux États-Unis. Je vais retrouver le nom de l'étude après cette conférence et l'envoyer à Valentin. C'était une étude sur les États-Unis pour le coup, mais je pense qu'on peut faire un pont avec l'Europe et la France, qui disait que dans la majeure partie des cas, les décisions politiques, je parle au niveau national, vont ressembler aux préférences des gens. Ok, disons ça. Il se trouve que si on pose la question aux personnes, on va retrouver à peu près les mêmes. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie des décisions qui ne vont pas du tout ressembler aux préférences des gens, mais plutôt aux préférences des plus riches. Voilà, c'est une étude qui avait montré ça, en gros, que lorsqu'il y a en gros des sujets avec des divergences, des sujets moins consensuels, eh bien en fait, les décisions politiques vont prendre plutôt le parti pris des plus riches. J'imagine que peut-être je retombe avec mes mots plus maladroits sur des choses que Bernard pourrait mentionner mieux que moi. Mais donc, dans le système dans lequel on est, c'est ce que ça produit en fait. Un manque de démocratie, un système oligarchique plutocratique, comme je le disais au début. Donc dans ce cas-là, voilà, moi déjà, je vais avoir un vrai problème avec notre système actuel si c'est ce que ça produit. Donc ça va créer du coup davantage d'inégalités et davantage de pauvreté. Et puis la dernière chose que je voulais dire aussi, même si on pourrait s'arrêter là, parce que pour moi c'est une valeur en soi, comme je l'ai dit, je pense tout de même aussi que pour faire les choix collectifs dont nous avons besoin actuellement, les expériences démocratiques qu'on connaît ont montré, pour certaines d'entre elles, et c'est le cas de la Convention citoyenne pour le climat d'ailleurs, que des décisions prises en intelligence collective, donc en reposant sur ce qu'on appelle l'égalité des intelligences, en fait, hein, considérer que tout le monde est intelligent de la même façon, avec donc toute une méthode, des outils adaptés dont on n'a pas développé ce soir parce qu'on n'a pas le temps ici, mais ça fait partie du jeu, hein, cette question de l'animation et des outils d'intelligence collective, c'est absolument nécessaire. Et bien que ces démarches démocratiques, elles permettent de prendre des décisions plus adaptées aux enjeux actuels de pauvreté, de changement climatique, etc. Et des décisions aussi plus radicales que s'il n'y avait pas eu ces démarches démocratiques. Je crois que c'est intéressant aussi d'aller regarder de ce côté-là. La question parlait de démocratie participative. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai jamais utilisé ce terme puisque nous, on parle de démocratie, point. Et c'est aussi ce que Valentin a fait ce soir, j'ai apprécié. Et je rebondis du coup pour finir sur l'invitation de Bernard de renouveler nos imaginaires, aussi nos imaginaires démocratiques, puisqu'il y a d'autres façons de faire société au niveau local et de se réapproprier la ville et la commune en général. Donc voilà, allons explorer ça.